Messieurs, dames, bonsoir ou bonjour, selon l'heure que vous me regardez. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, une vidéo studio. Dans cette vidéo, je vais traiter sur un magazine que j'ai trouvé qui est très fort intéressant. Il est au prix de 3,99 €. Dans ce magazine, il y a de la sorcellerie, du dark tourisme, du sacrifice, des sueurs froides, de la malédiction et du paranormal. Et ce livre m'a inspiré. Je vais vous raconter 4 histoires sur 4 thèmes différents. Vous le verrez dans cette vidéo, il y a un mélange de récits de ma part. Sans attendre, on passe au premier thème. Tout le monde connaît son nom, du moins que la légende lui a donné. Sa ou ses véritables identités, elle reste nimbée de mystère. On la rencontre sur le bord des routes la nuit, apparaissent à la lueur des phares, dans ses vêtements couleur de lune. Qu'y a-t-il derrière la légende de la Dame Blanche? L'affaire remonte au 20 mai 1981. Il est minuit et demi, en cette douce nuit de printemps. Deux jeunes couples dans la vingtaine quittent Palavas et Flo pour rentrer à Montpellier. Les garçons sont devant, leurs copines à l'arrière. Ils traversent l'étendue maison, puis abordent le pont des 4 canaux. C'est là qu'une silhouette apparaît sur le bord de la route. Une femme d'une cinquantaine d'années, vêtue d'une gabardine et d'un foulard blanc. Tend le pouce, les jeunes s'arrêtent. La femme dit « Pouvez-vous me déposer à Montpellier ?» leur demande-t-elle poliment. Ils la font monter. L'inconnu s'installe sur l'étroite banquette arrière, entre les deux femmes. Le voyage reprend. Il y en a à peu près pour une quinzaine de kilomètres. Pourtant le temps paraît s'écouler étrangement lentement. Il règne dans l'habitacle une atmosphère bizarre. L'auto-stoppeuse ne prononce pas un mot et semble très nerveuse. Lorsqu'à la Renault 5 arrive à la hauteur du lieu-dit, le pont vert, elle s'agite soudain et s'exclame d'une voix aussi blanche que sa tenue. « Attention à ce virage, il est dangereux !» Affolée, elle répète son avertissement. Puis les deux filles à l'arrière se mettent à hurler. Le conducteur écrase la pédale de frein. Les deux amis sont recroquevillés contre leur portière, livide. Entre elles deux, il n'y a plus personne sur la banquette. La dame en blanc s'est évaporée. Été 2021, l'épidémie du Covid-19 fait des ravages. Les Britanniques sont nouveau confinés. Mais pour Kelly, 17 ans, et Ben, 18 ans, plutôt mourir que de passer des heures enfermés chez soi. Et aussi, plutôt mourir que passer une nuit séparée. Donc, aux alentours de 22 heures, les deux jeunes s'échappent de ces jeux. Faute de meilleures solutions, ils ont décidé d'aller camper ensemble dans les bois. Direction la forêt de Cannock 16. Désolé pour la prononciation, à la périphérie de la petite ville de Stafford, en plein cœur de l'Angleterre. Un endroit réputé pour sa beauté et sa quiétude, où durant la journée, promeneurs et photographes viennent s'éblouir devant les chênes centenaires. Trop heureux de se retrouver, les deux petits amoureux installent leur campement au bord d'un petit lac, en retrait du sentier baptisé Feroac Trail. La température est fraîche. Ils montent leur petite tente. La nuit leur appartient. Mais peu après minuit, alors qu'ils roulent sous leur duvet, un bruit extérieur se fait entendre. Des brindilles craquent, de plus en plus vite, de plus en plus fort. Un cerf, pas si tranquille. Kelly et Ben retiennent leur respiration quand il leur semble percevoir un rire d'enfant. Stupéfaits, ils remontent la fermeture équerre de leur tente et braquent leur lampe torche dans l'obscurité. Leur faisceau lumineux éclaire soudain le visage d'une petite fille au regard effrayant. Loin de battre en retraite,
la gamine s'approche encore, et se met à courir autour de leur abri de toile. Son rire diabolique résonne dans les bois silencieux. Puis elle s'immobilise à nouveau et fixe le jeune couple. Les deux petits amoureux restent stupéfaits devant ses yeux entièrement noirs. La jeune femme témoigne. J'avais lu des histoires sur l'enfant aux yeux noirs dans les journaux, mais je pensais que c'était une fable. C'est seulement à cet instant que j'ai compris qu'elle existait vraiment. Elle se déplaçait d'une manière si particulière. Aucun être humain ne peut se mouvoir comme ça. Elle semblait se téléporter. Elle riait de plus en plus fort. Après quelques instants, elle s'est pensée, comme si elle avait voulu ajuster ses chaussures. Puis elle est repartie et a disparu au bout du chemin. Car la forêt séculaire n'est pas seulement magnifique, elle est hantée. Tout le monde le sait depuis des siècles. On ne rapporte plus les apparitions, mais rapportées à foison. Des fantômes. Avril 2018, un enquêteur du paranormal pose ses caméras et dira par la suite: c'était en avril 2018, j'ai tendance à croire que Cannock 16 est une sorte de portail paranormal. Nous haïssent les entités de l'autre monde, explique-t-il. Tout arrive d'un univers beaucoup plus sombre. Mais qui peut donc être bien cette gamine? Difficile à dire. Ça fait désormais plusieurs décennies qu'on signale sa présence. Juillet 2013. Une mère et sa fille en promenade tombent à leur tour sur elle. Nous avons trouvé une petite fille, témoigne la maman. Elle avait les mains devant les yeux. Je lui ai demandé si tout allait bien. C'est alors qu'elle a écarté ses doigts. J'ai vu ses yeux complètement noirs, vides, dénués d'iris. J'ai attrapé ma fille par la main et nous avons pris nos jambes à notre cou. Mais que fait cette gamine dans ces lieux? Plusieurs hypothèses existent. La plus commune prétend qu'elle serait le fantôme unique de 3 fillettes violées et assassinées dans ces mêmes bois entre 1965 et 1967. Une autre affirme qu'il s'agirait d'un spectre beaucoup plus ancien, surgi du temps où les Vikings sacrifiaient des enfants à cet endroit. En tout cas, si vous voulez aller à Cannock 16, et si vous la croisez, évitez de lui faire la conversation. Pour de nombreux experts, ces fantômes d'enfants seraient la forme la plus pure du mal. Vous pourrez bien finir, vous aussi, en spectre errant pour l'éternité entre les chaînes vénérables. Le mystère de la zone 51. Quand vous devenez président, l'une des premières questions que l'on vous pose est: que se passe-t-il vraiment dans la zone 51? Ces mots prononcés par Barack Obama le 9 décembre 2013 ont quelque chose d'historique. La zone qu'évoque ce jour-là le président des États-Unis d'Amérique est un des endroits les plus secrets du monde. Tellement secret que c'est la première fois qu'un locataire de la Maison Blanche en parle. Cette déclaration n'a pourtant rien d'une gaffe. La CIA vient alors de déclassifier le dossier, un pavé de 1325 pages qui révèle, au moins en partie, la véritable histoire de ce lopin de terre du Nevada, devenu l'épicentre de bien des fantasmes. C'est en 1955 que la CIA fait l'acquisition de cette étendue rectangulaire située en plein désert, à 160 km au nord-ouest de Las Vegas. Cette terre aride et désolée, qui porte le numéro 51 sur les cartes gouvernementales, semble l'endroit idéal pour monter une base militaire à l'abri des regards. Une tour de contrôle et une piste d'atterrissage sortent bientôt de terre, suivies par des hangars et des bâtiments administratifs. Mais ce qui intrigue surtout l'imposant protocole de sécurité que met en place la CIA pour y accéder. Soldats armés jusqu'aux dents, barbelés. Quelconque approche de cette base sans autorisation à ses risques et périls. Et malgré le contexte de la guerre froide, ces mesures draconnières interrogent. Que cache le gouvernement pour déployer de telles précautions? Pour les habitants du coin, la réponse ne va pas tarder à tomber du ciel. À la fin des années 50, des récits étrangement concordants sont publiés dans la presse locale. Des témoins affirment avoir vu des objets lumineux
volait au-dessus de la zone 51 à une vitesse et une altitude bien plus élevées que celle d'un avion normal. Les premières photos amateurs sont publiées dans la presse. Des pilotes de ligne qui ont vu de leurs yeux le fameux OVNI affirment qu'il vole 2 fois plus haut que n'importe quel avion. Ce n'est pas un engin fabriqué par l'homme. Bientôt, la rumeur se propage. La zone 51 ne serait pas une base militaire comme les autres. Elle abriterait des extraterrestres. Une théorie ensuite alimentée par des révélations fracassantes. En 1980, l'apparition d'un livre signé Charles Berlitz et William Moore, Le mystère de Roswell, vient remettre du fioul dans la machine. Dans cet ouvrage, qu'ils disent fondé sur plus de 80 témoignages, les auteurs reviennent sur le crash d'un prétendu vaisseau spatial près de Roswell, au Nouveau-Mexique. En 1947, d'après eux, des aliens présents dans l'appareil seraient tués et vivraient cachés dans la zone 51, où les débris de leur soucoupe volante seraient idéalement stockés. Le livre de Berlitz et Moore connaît un immense succès et déclenche des polémiques. Que valent les prétendues preuves avancées par les auteurs? Face au débat enflammé qui divise l'opinion, le gouvernement américain et la CIA entretiennent habilement le flou, se contentent d'éluder les questions sans refuter les rumeurs. Puis au printemps 1989, les doutes sont encore relancés par le témoignage de Bob Lazar. Celui-ci se présente comme un physicien nucléaire et affirme travailler plusieurs années au sein de la zone 51. Très sérieux sous ses épaisses lunettes, il confirme la présence d'engins extraterrestres sur la base. Il décrit même en détail le fonctionnement de ces disques, comme il les appelle, équipés de générateurs de gravité et capables de voler à des vitesses inconcevables, bien qu'aucun élément contraire n'appuie ces révélations et qu'on cherche en vain son vrai nom, dans le registre des universités dont il prétend être diplômé. La base secrète devient un mythe, et la ville voisine de Rachel, la capitale mondiale de l'ufologie. L'ancien motel rebaptisé Little Alien, avec un jeu de mots Little Alien, qu'on peut traduire en français par Petit Alien, accueille bientôt toute l'année des milliers de chasseurs d'ovnis du monde entier. Cette nuit, il grimpe sur la crête de Freedom Ridge, qui offre une vue imprenable sur la base militaire située à 19 km. Pour y voir quoi? Pas grand-chose. En 1994, la série X-Files fait son apparition et devient vraiment un phénomène culturel. En 2008, à peine arrivé à Maison-Blanche, le jeune et fringant président demande un rapport. Et c'est seulement en 2013, avec la déclassification du dossier, qu'il peut mentionner publiquement l'existence de la fameuse zone, la clé du mystère. En réalité, le fameux OVNI observé dans le ciel du Nevada à la fin des années 1950 était un U-2, un avion espion conçu et testé dans le plus grand secret au beau milieu de la guerre froide, capable de voler plus haut et plus vite que n'importe quel aéronef. Sa version d'essai arborait un fuselage gris, argenté, dont le principal défaut était de refléter la lumière du soleil. C'est ça que les différents témoins ont vu. Quant à la zone 51, elle sert en réalité de centre de test pour les armements en développement. C'est pour cela qu'on la protège. Et pour ça que pendant si longtemps, on a tenté de faire son existence. Mais il en faudrait davantage pour faire tomber le mythe. Aussi plausible soit-elle, aujourd'hui encore, ces explications ne convainquent pas tout le monde. À Rachel, la fréquentation de chasseurs d'ovnis n'a jamais été aussi élevée. Cette soirée continue de monter sur Freedom Ridge pour observer le ciel, persuadés que la CIA ment. On ne les en fera pas démordre. C'est X-Files qui disait vrai. La vérité est ailleurs. On a sorti les chemisiers du dimanche, les baskets dans les modèles. Sur la place du village, les habitants font la ronde. C'est comme ça tous les ans. Les cousins ont rappliqué un soleil brûlant, diapre les toits de bois, courbés et les murs de bambou. Dans les palmes hautes, les macaques poussent des cris innocents. Le plaisir de se retrouver se lit dans chaque rire, chaque discussion, chaque selfie pris au débeauté. Là, une enfant maigre et décharnée sourit de toutes ses dents, sage comme une image. Pas un mot, tandis qu'on lui brosse tendrement les cheveux plus loin. Une tante prend le frais à l'ombre, son cou fripé. On a même autorisé l'arrière-grand-père, une fois les pas coutumes, à fumer une cigarette.
Mais le vieil homme, étrangement, n'avale pas la fumée. Pas une lueur de plaisir ne brille dans son œil vitreux. Entre ses lèvres minces, la cigarette se consume lentement d'elle-même. Et quand la cendre finit par tomber, le vieillard n'esquisse pas un geste pour l'épouseter. Et il y a une bonne raison pour cela. L'ancêtre est mort, comme la fillette qu'on coiffe, comme la tante. Aujourd'hui, la fête des morts a, Sulawesi, une des traditions les plus étranges de ce coin reculé du monde. Sulawesi ne s'appelle pas pour rien l'île aux morts vivants. Alors que sous nos latitudes, il est bon ton de casser ses défunts. Là, au contraire, on les laisse pas au grand jour. Pour eux, la mort n'est pas une honte. Elle est juste de passage. Pas question, dès lors, d'enfuir leurs disparus six pieds sous terre. Soigneusement traitées au formal, les momies demeurent le plus souvent dans la chambre où elles ont vécu. Elles n'en sortent qu'une fois par an, vers la fin juillet, pour la fête des morts. Cette ethnie, recluse dans la montagne, pratique ce rituel depuis toujours. Ni les pères missionnaires, ni la brève colonisation néerlandaise n'ont pu y mettre fin. Quant à la religion dominante en Indonésie, l'islam, elle n'a jamais réussi à pénétrer l'île, plus loin que les premiers rangs de caoutchoutiers. En vérité, l'animisme des Torasas repose sur quelques bases très simples. Au commencement était le paradis et la terre, le monde supérieur et le monde souterrain. Coincés entre les deux, les hommes ont pour mission de préserver leur équilibre. Pour eux, honorer les morts, les habiller, les coiffer, n'est pas seulement une question de respect. Ambitionnant les gens qui sont partis, les vivants cherchent avant tout à gagner leur place au paradis. Cette constellation du riz, où dit-on les récoltes sont exceptionnelles. Mais il arrive malgré tout, les Torosas enterrent leurs morts. Et de façon grandiose, lorsque les funérailles ont lieu, tous les camps de l'île sont conviés et cheminent de l'aube par les sentiers escarpés de la montagne. Sur les lieux de la cérémonie, on dresse une tente, des cabanes de fortune et tout un village éphémère